Le compte à rebours a commencé. Il reste 24 heures avant l'exécution. Il ne s'agit pas simplement d'aller chercher un homme dans sa cellule et de l'exécuter. Nous appliquions un protocole qui définissait la marche à suivre heure par heure, voire minute par minute. Mais les exécutions ne se déroulent pas toujours comme prévu. Sa tête et sa jambe ont pris feu. La seringue était sortie de son bras. On peut dire que c'était un raté. Du dernier repas jusqu'à la longue marche. Tout ça ne sera bientôt plus qu'un contenu d'estomac sur un rapport d'autopsie. Rares sont les personnes qui ont un jour eu l'occasion de voir un homme mourir. Des hommes reviennent sur leur expérience et racontent les dernières 24 heures dans le couloir de la mort. Pour nous, c'est la routine. Le couloir de la mort. En moyenne, les détenus condamnés y passent une quinzaine d'années. Ils consacrent tout leur temps à faire appel de leur jugement. Si leurs demandes sont rejetées, le parcours menant à la chambre d'exécution débute ici, dans le bureau du juge. On commence par signer un ordre d'exécution afin de fixer une date. Puis dans les 10 jours qui suivent, on signe un mandat d'exécution. Le juge de Dallas, Robert Francis, a validé 5 condamnations à mort. Le mandat d'exécution définit les modalités de cette exécution. Il fixe le lieu, le mode, la date et l'heure de l'exécution. Le protocole varie d'un État à l'autre, car chaque État a sa propre législation en la matière. Aujourd'hui, 5 modes d'exécution sont employés. Et dans 14 États, le prisonnier peut choisir la façon dont il sera mis à mort. La pendaison. Les personnes détenues dans l'État de Washington peuvent choisir la pendaison. Depuis 1776, la pendaison a été le mode d'exécution le plus couramment utilisé. Le peloton d'exécution. Employé pour la dernière fois dans l'Utah en 2010. Ce mode est proposé aux prisonniers condamnés dans cet État avant 2004. L'électrocution. Au XXe siècle, l'électrocution fut le mode d'exécution le plus courant. Elle est proposée aux condamnés en Alabama, en Floride, en Caroline du Sud et en Virginie. La chambre à gaz. Elle a été utilisée pour la dernière fois dans l'Arizona en 1999, mais reste un choix possible dans le Missouri et en Californie. Et enfin, l'injection mortelle. Employée pour la première fois en 1982, elle est devenue la méthode la plus courante au cours des 2 dernières décennies. C'est le mode d'exécution le plus répandu dans les 34 États qui appliquent la peine de mort. L'exécution est un homicide autorisé par l'État. Je me souviens du tout premier mandat que j'ai signé. Ma journée de travail touchait à sa fin. C'est perturbant de se dire que la signature en bas de la page est la nôtre. Une fois le mandat d'exécution signé, le compte à rebours avant l'exécution commence. Le détenu est transféré du couloir de la mort vers le lieu de l'exécution 24 heures avant sa mort. Allen Holt a supervisé 5 exécutions pour l'administration pénitentiaire de Géorgie. Approchez, sortez vos mains. Nous suivions un protocole qui définissait la marche à suivre heure par heure, voire minute par minute. Mettez-vous dos à la porte. Tout était pensé. Les faits et gestes du détenu, le déroulement de l'exécution, la conduite adoptée avec les témoins, les familles de victimes. Le protocole à suivre était toujours le même. Le déroulement d'une exécution et la procédure à appliquer varient dans chaque État.
Entre 1967 et 1976, les exécutions ont été suspendues aux États-Unis en raison d'une contestation judiciaire de la peine de mort. En 1977, la reprise des exécutions a été marquée par celle de Gary Gilmore, par un peloton. Il avait été condamné à mort dans l'Utah. Depuis, le Texas est l'État qui a exécuté le plus grand nombre de condamnés. Beaucoup d'États s'appuient sur cette expertise. En raison du grand nombre d'exécutions, le Texas est devenu une référence en la matière. Jim Willett était gardien dans la prison de Huntsville, l'unité où ont lieu les exécutions au Texas. Il a supervisé 89 exécutions en 3 ans. Je n'irai pas jusqu'à la qualifier d'école de la peine de mort, mais certains États de ce pays n'ont pas pratiqué d'exécution depuis 10 ans, et ils viennent prendre exemple sur nous. Retirez tous vos vêtements. Avant de quitter le couloir de la mort et de monter dans le fourgon qui le conduira sur le lieu de l'exécution, le détenu est soumis à une fouille. Levez les mains. Remuez vos doigts. Avancez un peu. Sortez votre langue. Il faut fouiller le détenu et s'assurer qu'il ne transporte pas d'armes pour éviter qu'il ne se blesse ou qu'il ne tente de se suicider. Tournez-vous. Une exécution est prononcée par un tribunal. Seul l'État a le pouvoir de condamner à la peine de mort, d'après l'ordonnance d'un tribunal. Terry Green était l'un des membres de l'équipe des exécutions du Texas, à Huntsville. Il a pris part à 102 exécutions par injection mortelle. L'équipe d'exécution était une sorte d'unité d'élite, notamment à cause de la singularité de la tâche, de l'attention et de l'engagement requis face à une telle responsabilité. Également appelée équipe de ligotage, elle est composée d'employés de la prison, tous volontaires. Toutes ces personnes sont des volontaires. Ce n'est pas une tâche facile à assumer, et certaines personnes ne s'en sentent pas la force. Au départ, j'étais chargé du transfert du détenu vers le lieu de l'exécution. Au Texas, 70 km séparent l'unité Polansky, où se trouve le couloir de la mort, de la prison de Huntsville, l'endroit où ont lieu les exécutions. Prêt ? Le transport est l'étape la plus risquée du transfert. Au cours de ce trajet, le détenu avait une dernière chance de pouvoir s'échapper. Les risques d'évasion n'étaient pas négligeables, à condition que le détenu bénéficie d'une aide extérieure. Nous étions donc très vigilants. Pour éviter toute embuscade, l'itinéraire du convoi varie. Dans le fourgon, l'atmosphère était grave. On avait pleinement conscience de notre destination. Ce qui explique pourquoi nous n'étions pas bavards. Grâce aux précautions prises au Texas, personne n'est encore parvenu à s'échapper durant le transfert. Au cours du trajet qui l'amenait sur le lieu de l'exécution, le condamné voyait pour la dernière fois de l'herbe verte, des arbres, des oiseaux, des vaches, toutes ces choses qui nous semblent si banales. C'était la dernière fois qu'il voyait le monde extérieur. Lorsque le détenu sortait du fourgon pour rejoindre le bâtiment, il voyait la lumière du jour pour la dernière fois. Chez la plupart d'entre eux, je ressentais de la terreur. L'endroit les terrorisait. C'est ici qu'ils allaient mourir. Dans les cuisines de la prison, on a reçu la commande du détenu pour son dernier repas. Je m'appelle Brian Price. J'étais le cuisinier. Brian Price a fait de la prison à Huntsville. J'ai été incarcéré en 1989 pour purger une peine de 15 ans. Et en prison, Brian a préparé 189 derniers repas.
Vers la fin de sa détention dans le couloir, le condamné formulait une demande pour son dernier pas. Ça doit être terrible de se dire, ça va être mon dernier pas. Je commençais alors à rassembler les ingrédients dont j'allais avoir besoin. J'essayais de prendre de l'avance. Les demandes des condamnés sont soumises à la législation de chaque État. En Floride, le coût du repas ne doit pas excéder 40 $. En Oklahoma, la limite est de 15 $. Dans le quartier des condamnés, les détenus mangeaient ce qu'on leur servait. Là, pour la première fois depuis peut-être 20 ans, ils avaient le choix. Quand le condamné arrive sur le lieu d'exécution, on le met dans une cellule. Et il restera dans cette cellule jusqu'au moment où on le conduira à la chambre d'exécution. Il reste 21 heures avant l'exécution. J'étais la première personne qu'il rencontrait en arrivant sur les lieux. Carol Pickett était l'aumônier de l'unité de Huntsville. Il a assisté à 95 exécutions. Chez la plupart d'entre eux, je ressentais de la terreur. L'endroit les terrorisait. C'est ici qu'ils allaient mourir. L'aumônier est là pour apporter un peu de réconfort aux condamnés. Il est là pour aider le détenu à affronter la mort. Je faisais tout mon possible pour l'aider à surmonter cette dernière épreuve. J'ai été amené à écrire des lettres, à appeler des gens, à chanter, mais aussi et surtout à écouter. Je demandais aux détenus ce qu'il voulait qu'on fasse de sa dépouille. À ce moment-là, les termes mort et exécution prenaient tout leur sens. La nuit venue, le détenu peut dormir s'il le souhaite. Les gardiens doivent constamment garder un œil sur lui afin d'éviter toute tentative de suicide. Au matin, avant l'exécution, il est parfois nécessaire de tester le matériel qui sera utilisé. L'injection mortelle s'effectue sur un lit ou une civière conçue à cet effet. Avant de procéder à l'exécution, les membres de l'équipe doivent s'assurer que les sangles sont solidement fixées, mais également que la ligne directe avec le bureau du gouverneur fonctionne correctement. Un téléphone est nécessaire, car même le jour de l'exécution, le détenu a encore une mince chance d'échapper à la mort. Jusqu'à l'instant ultime de l'exécution, les avocats de la défense peuvent tenter de déposer un recours. Les avocats tentent par tous les moyens d'obtenir un sursis. Les avocats peuvent saisir la Cour d'appel fédérale pour qu'elle revoie le jugement de la Cour de district. Une fois que la Cour d'appel fédérale a rendu son jugement, il est très rare que la Cour suprême intervienne ensuite. Elle ne le fera que si de nouveaux éléments probants sont présentés. Tant qu'aucun sursis n'est accordé, les préparations suivent leur cours. Avant une électrocution, la chaise et l'installation électrique doivent être testées. Jerry Givens a été bourreau en Virginie de 1982 à 1999. Il a procédé à 25 électrocutions. Dans un premier temps, je servais de cobaye. On m'attachait et j'essayais de me débattre pour m'assurer que les sangles étaient bien fixées et que mon équipe ne risquait pas de prendre des coups. Le fonctionnement de la chaise électrique a peu évolué depuis sa première utilisation, en 1890. Voici l'ancienne chaise électrique du Texas, surnommée Old Sparky par les détenus. Elle a été mise en action en 1924. Lors de sa première utilisation, 5 hommes ont été électrocutés. Les chaises électriques sont en bois, qui est un isolant. Le courant passe par la tête et par la cheville du condamné. Cette électrode était reliée à la tête et une autre était reliée à la cheville gauche du détenu.
Relié à une source électrique, cet ensemble formait un circuit mortel à travers le corps du détenu. J'effectuais des tests à l'aide d'une centaine d'ampoules de 100 watts chacune. Si l'une d'elles ne s'allumait pas, on savait alors qu'il y avait un problème au niveau des branchements. Pour la chambre à gaz, il fallait redoubler de précautions. Le gaz utilisé, le cyanure d'hydrogène, est toxique et inflammable. La chambre à gaz était le mode d'exécution le plus dangereux. Le gaz ne fait pas de distinction entre les personnes qu'il tue. Avant chaque exécution, les joints sont inspectés afin de déceler une éventuelle fuite. Allen Holt était chargé de l'entretien des chambres à gaz du Mississippi et du Colorado. J'achetais les joints pour les chambres à gaz. Chaque établissement déboursait 25 000 $ pour ces joints. En raison des coûts de maintenance élevés, la chambre à gaz est la méthode la plus onéreuse. En Californie et dans l'Arizona, les chambres ont été conçues de manière à accueillir 2 condamnés à la fois. Avant une mise à mort par un peloton d'exécution, il faut recruter de bons tireurs. Dans l'Utah, en 2010, le détenu Ronnie Lee Gardner a opté pour cette méthode, estimant qu'il méritait de mourir par les armes, lui qui avait vécu par les armes. Le peloton d'exécution était composé de 5 agents de police. Ils ont utilisé des fusils Winchester. 4 fusils contenaient des balles de calibre 30 et le 5e était chargé à blanc. Ainsi, personne ne savait qui avait tiré les balles fatales. L'organisation d'une pendaison n'a guère changé depuis 50 ans. La dernière a eu lieu dans le Delaware, en 1996. Billy Bailey, condamné pour meurtre, a préféré la pendaison à l'injection mortelle, en décrétant « Je refuse qu'il m'endorme ». La corde a été plongée dans de l'eau bouillante, puis étirée. Le poids de Bailey a déterminé la longueur de la corde, selon une méthode développée par l'armée américaine en 1947. Plus on est lourd, moins la corde est longue. C'est plus un art qu'une science, en dépit de tous les calculs que ça implique. Les ratés sont toujours possibles. Le cou peut se distendre, ou la tête peut être arrachée. Tandis que l'heure de l'exécution approche, dans sa cellule, le prisonnier est soumis à une surveillance permanente. Au cours de l'après-midi précédant l'exécution, on accorde au détenu plus de privilèges qu'il n'en a jamais eu pendant toute sa détention dans le couloir de la mort. Le condamné peut prendre une douche. Il peut téléphoner. Qui voulez-vous joindre? On composait le numéro pour lui, puis on lui passait le téléphone. Pour ce dernier coup de téléphone, il peut appeler qui il veut. Après ça, son seul interlocuteur sera l'aumônier. Ces moments-là sont traumatisants. On vit tout pour la dernière fois. On prend son dernier repas, sa dernière gorgée d'eau. On va aux toilettes, on fait ses adieux, on téléphone pour la dernière fois, on fait tout pour la dernière fois. On vit ces derniers instants. La fin est proche. Au moment de l'exécution, ses cheveux ont pris feu. Il n'est pas mort sur le coup. Il ne reste que 4 heures avant l'exécution. Si le condamné a choisi l'électrocution, il faut lui raser la tête. 4 heures avant l'exécution, je lui rasais la tête. Le casque étant placé sur son crâne, cela optimisait la conductivité. Le fait de raser la tête réduit certains risques.
On rase la tête du détenu parce qu'au cours d'une exécution en Floride, les cheveux du condamné ont pris feu. En 1990, des flammes de 15 cm ont jailli de la tête de Jesse Tafero pendant son électrocution. Il aura fallu 3 décharges pour le tuer. Il n'est pas mort sur le coup. C'était une scène profondément abjecte. Le gouverneur de Floride a demandé à ce qu'une enquête soit menée. Jerry Givens étant un bourreau expérimenté de Virginie, il a été envoyé en Floride pour tester la chaise électrique. Je me suis rendu dans la prison pour inspecter le matériel. En examinant les éléments reliés à la tête et à la jambe, j'ai compris d'où venait le problème. Sous les sangles, ils avaient glissé une éponge en caoutchouc synthétique. Par conséquent, au moment où on a envoyé le courant, sa tête et sa jambe ont pris feu. L'éponge synthétique avait très probablement bloqué le courant électrique. Givens l'a donc remplacé par une éponge naturelle. J'ai fait quelques tests. Ensuite, un représentant de la justice est venu assister aux tests, puis les exécutions ont pu reprendre en Floride. La présence de poils ou de tissus près des zones de contact augmente le risque de feu. Par précaution, le mollet du détenu est parfois rasé et le bas de son pantalon découpé. C'est l'époque où Brian Price, alors incarcéré à Huntsville, a commencé à préparer les derniers repas des condamnés. On avait 2 heures pour cuisiner. Puis le repas a été apporté aux détenus. Aucune erreur n'était permise parce qu'on disposait de peu de temps. Une fois, on a laissé brûler du poulet et... Souvent, les condamnés demandent un hamburger et des frites. C'est réconfortant, j'imagine. Pour son dernier repas, Timothy McVeigh, l'auteur de l'attentat d'Oklahoma City, a demandé 1 litre de glace menthe chocolat. Le tueur en série, Ted Bundy, a commandé un steak, des œufs, des pommes de terre et du café. John Wayne Gacy a demandé des beignets de crevettes, un seau de poulet frit et 500 grammes de fraises. Si j'étais à la place du condamné, je commanderais du caviar de la mer Noire en espérant qu'il mette du temps à arriver. On a parfois eu des commandes impressionnantes. Voilà 6 travers de porc, 6 toasts servis avec du sirop d'érable et du beurre, 4 œufs brouillés et 6 tranches de bacon bien grillées, 6 galettes de porc hachées et 3 tranches de fromage, des frites et 2 parts de gâteau avec un glaçage au chocolat. Ça brunit. On peut contester ce dernier repas. Les victimes, elles, n'y ont pas eu droit. Mais pour moi, le fait de dire les grâces prend ici tout son sens. Et j'estime qu'on peut faire preuve d'un peu d'humanité vis-à-vis d'un homme qu'on s'apprête à tuer. J'ai toujours respecté au mieux leurs demandes, en sachant que tout ça ne serait bientôt plus qu'un contenu d'estomac sur un rapport d'autopsie. Une fois, Brian a même mangé le repas qu'il avait préparé. Il s'agissait de sandwichs garnis de bacon, de salade et de tomates. L'homme avait tenté de se suicider pendant la nuit. Il avait réussi à stocker les tranquillisants en les cachant pendant plusieurs jours. Il les plaçait sous sa langue et faisait mine de les avaler, puis il les dissimulait. Il les a tous ingérés pour devancer le bourreau. L'homme a été héliporté vers l'hôpital de la prison pour subir un lavage d'estomac. On l'a ranimé pour ensuite le ramener à la prison pour son exécution. Mon collègue et moi avons donc partagé ces sandwichs au bacon. Ce sont d'ailleurs ceux que je préfère. Et je n'en avais pas mangé depuis 10 ans. En 2011, le Texas a abandonné la tradition du dernier repas. On sert désormais aux condamnés la même chose qu'aux autres détenus. Lorsque le dernier repas est apporté au détenu, il lui reste en moyenne 2 heures avant l'exécution. À table! Pendant que le prisonnier prend son ultime repas, les personnes qui assisteront à l'exécution commencent à arriver. Le rôle de ces témoins est d'attester qu'un individu a bel et bien été exécuté. Ils sont donc présents lors de l'exécution.
Ce sont des volontaires. Dans beaucoup d'États, des civils n'ayant aucun lien avec le crime doivent être présents. Au Texas, les familles des victimes sont admises depuis 1995. Le condamné peut également choisir des témoins. Les témoins de la victime et du condamné sont séparés. Ils ne doivent pas se rencontrer. Des représentants des médias sont également présents. J'ai sûrement assisté à plus d'exécutions que quiconque aux États-Unis. Michael Gradchick, le journaliste de Houston, a couvert plus de 300 exécutions pour l'agence Associated Press. Rares sont les personnes qui ont un jour eu l'occasion de voir un homme mourir. Nous voyons des morts. Nous sommes face à des individus qui sont en train de vivre leurs tout derniers instants. Donc oui, c'est parfois difficile. Autrefois, les exécutions étaient publiques et ouvertes à tous. Les gens préparaient à manger et une fois l'exécution terminée, ils faisaient la fête. La dernière pendaison publique aux États-Unis a eu lieu dans le Kentucky, à Owensboro, en 1936. 10 000 personnes étaient venues et des voix se sont élevées pour dénoncer le côté festif donné à l'événement. Après les exécutions, les scènes de violence étaient fréquentes. Les mises à mort déchaînaient les passions. Depuis la pendaison du Kentucky, l'exécution ayant rassemblé le plus de monde fut celle de Timothy McVeigh, condamné pour les attentats d'Oklahoma City. 30 témoins et 250 membres des familles des victimes ont assisté à l'injection mortelle qui était retransmise par un circuit interne. Il ne reste plus qu'une heure avant l'exécution. Le bourreau entre en scène et se rend dans la chambre d'exécution. Le bourreau joue un rôle essentiel dans le déroulement d'une exécution. Au Texas, l'identité du bourreau n'est jamais officiellement révélée. Il traversait la cour et rejoignait la salle où les gardiens prenaient leur repas. À son approche, on entendait les gens dire « Le voilà ». En Floride, la tâche est exécutée par un civil qui reçoit $150 en échange. Le rôle du bourreau est de travailler dans le strict respect des règles et d'être précis dans ses gestes. C'est au bourreau que revient la tâche de procéder à l'injection mortelle, de déclencher l'électrocution ou d'appuyer sur le bouton entraînant le mélange des produits utilisés dans la chambre à gaz. L'exécution a lieu dans 30 minutes. Au Texas, le gardien qui vient chercher le prisonnier est épaulé par une équipe de 5 hommes. Je le regardais dans les yeux, je prononçais son nom et je lui demandais de bien vouloir me suivre. S'il ne se laisse pas faire, le prisonnier est emmené de force dans la pièce. L'équipe d'exécution enfilait des tenues de protection et s'équipait de casques, de plastrons, de protège-tibia et de protège-coude. L'homme à l'avant tenait un bouclier. Le détenu était alors maîtrisé et couché sur la civière. Parfois, c'était seulement l'affaire d'une minute. La grande majorité des détenus n'opposent aucune résistance. Sur les 89 détenus que j'ai escortés, seul l'un d'eux a posé problème et a été difficile à maîtriser. Je demandais au détenu de me suivre, puis je lui tournais le dos et je le conduisais à la chambre d'exécution. La longue marche, comme on la surnomme, ne fait que 3 ou 4 mètres de long. C'est très court, mais ces quelques mètres à parcourir semblent extrêmement longs, même pour nous. Le condamné va entrer dans la chambre d'exécution pour la première fois. C'est la civière qui va attirer son regard, car c'est là qu'il va mourir.
Une fois dans la chambre d'exécution, le condamné est invité à s'asseoir sur la civière, puis à s'étendre. Chacune des personnes de l'équipe d'exécution est chargée d'attacher l'un des membres du prisonnier à la civière. On occupait souvent la même place. Par exemple, je me tenais devant le bras gauche et j'étais chargé de sangler le thorax du détenu. En 30 secondes, toutes les sangles étaient attachées. Et il y en avait beaucoup. Dans une petite pièce attenante à la chambre d'exécution, derrière une vitre sans teint, le bourreau prépare les produits. Des tuyaux passent de la salle du bourreau à la chambre d'exécution à travers un trou. L'équipe médicale doit maintenant poser la perfusion. L'Association médicale américaine recommande aux médecins de ne pas prendre part aux exécutions, car cela constitue une violation de leur code de déontologie. Au Texas, les perfusions sont posées par un technicien médical. Quand les détenus sont très nerveux, on a parfois beaucoup de mal à trouver les veines, qui sont bien visibles habituellement. Certains avaient des veines abîmées par la drogue. L'injection des produits était alors plus longue et beaucoup plus douloureuse. Une fois les tuyaux en place, une solution saline inoffensive est injectée. Les substances mortelles seront administrées une fois que le condamné aura prononcé ses derniers mots. À cet instant, on n'est plus qu'à une quinzaine de minutes de l'exécution. Mais même à un stade aussi avancé, le détenu peut encore bénéficier d'un sursis. À tout moment, le gouverneur et le procureur général peuvent nous joindre. Si l'un des deux téléphones sonne, tout s'arrête. Un sursis est un laps de temps laissé aux tribunaux pour examiner une requête déposée par les avocats de la défense. À de nombreuses reprises, l'exécution a été suspendue. Parfois pendant 1 heure, parfois pendant 1 journée, et parfois pendant 1 mois entier. James Autry, condamné pour meurtre, fut l'un des premiers détenus à choisir l'injection mortelle en 1983 au Texas. Il était étendu sur la civière et 2 minutes avant le début de l'exécution, il a obtenu un sursis. On l'a donc ramené dans le couloir de la mort. Les détenus condamnés à mort ignoraient tout de ce nouveau mode d'exécution. Autry avait franchi plus d'étapes que n'importe quel détenu encore en vie. Il a ensuite tout raconté dans les moindres détails. Il n'y avait plus de secret. James Autry a finalement été exécuté en mars 1984. Plus de 130 personnes ont été innocentées après avoir été condamnées à mort. Ronald Cainey est l'une de ces personnes. Condamné pour meurtre, il avait opté pour la chambre à gaz, mais a été acquitté. C'était ma cellule. Je parlais avec les détenus du dessus à travers ces conduits. C'était comme un téléphone. Juste avant que Cainey ne soit conduit dans la chambre à gaz, un gardien lui a demandé de prononcer ses dernières paroles. Je lui ai dit, quand je serai sur cette chaise et que le gaz commencera à sortir, j'aimerais que vous veniez me tenir la main. Puis, de nouvelles preuves ont été découvertes et les avocats de Cainey sont parvenus à prouver son innocence. J'ai demandé, alors ça veut dire que tout ça est terminé? Que c'est fini? On m'a répondu, oui, vous pouvez rentrer chez vous. Sans l'attention particulière accordée aux condamnés à mort, Cainey ne serait sûrement pas libre aujourd'hui. Si j'avais été condamné à perpétuité, on n'aurait pas à réexaminer le dossier. Quand je retirais mes lunettes, le bourreau n'avait plus qu'à faire son travail. Il reste 15 minutes avant l'exécution. Le prisonnier est attaché sur une civière. Au Texas, les témoins sont conduits dans 2 salles d'observation.
Le journaliste Michael Grachik a assisté à des centaines d'exécutions derrière ses vitres. Certaines personnes racontent qu'on trouve des sièges dans ces salles, mais c'est faux. On est autorisé à apporter un bloc-notes et de quoi écrire, et c'est tout. Une fois que les témoins sont installés, je dis au détenu qu'il est autorisé à faire une courte déclaration. Pour éviter tout retard, au Texas, le prisonnier n'a que quelques minutes pour prononcer ses derniers mots. En Californie, le règlement stipule que le détenu a droit à une brève déclaration. Au Kentucky, la limite est fixée à 2 minutes. En Pennsylvanie, seules les déclarations écrites sont autorisées. Une fois les dernières paroles prononcées, il ne reste en général au condamné que 2 petites minutes à vivre. Je posais ma main sous leurs genoux ou sur leurs chevilles, à un endroit où je sentais leur pouls et où ils le sentaient aussi. Puis, le gardien enlevait ses lunettes. Quand je retirais mes lunettes, le bourreau n'avait plus qu'à faire son travail. Dans 3 États, un seul produit est utilisé lors d'une injection mortelle. 3 autres États n'ont établi aucune procédure à suivre. Les autres États, et notamment le Texas, imposent l'utilisation successive de 3 substances. Je prenais le premier produit et je l'injectais dans le tuyau. Il s'agit d'un barbiturique, qui a un effet sédatif sur le détenu. Généralement, le condamné dit « je le sens » ou bien « ça fonctionne ». Si le prisonnier a choisi l'électrocution, il est sanglé à une chaise en bois. Les électrodes sont placées sur sa tête et sa jambe. Dans certains États, son visage est couvert par un masque. Pour nous, c'est la routine. Ça ne prend que quelques secondes. En Virginie, le gardien et l'aumônier restent dans la chambre d'exécution. Au signal, une décharge d'électricité est envoyée. Quand j'ordonnais l'exécution, une secousse extrêmement violente traversait le corps du condamné. La première décharge durait environ 45 secondes. Les modalités peuvent varier, mais Givens envoyait 2 décharges électriques de 2400 volts et de 2 à 4 ampères. On entendait littéralement le courant haute tension traverser le corps du condamné. Le corps enflait, puis s'affaissait. On sentait la chair brûler. C'était une odeur épouvantable de graisse brûlée. Ensuite, le corps s'affaissait. Si j'étais dans la peau d'un condamné à mort et que je devais choisir entre l'électrocution et l'injection mortelle, je choisirais l'électrocution parce que je sais que ça va plus vite. Dans la chambre à gaz, le prisonnier est attaché à un siège grillagé. Puis la pièce est fermée hermétiquement. Quand le signal est donné, des pastilles de cyanure sont mélangées à de l'acide sulfurique à l'intérieur de la pièce. Ce mélange produit un gaz mortel, le cyanure d'hydrogène. Le condamné commençait à gémir et à émettre des bruits de gorge. Sa bouche se mettait à trembler et à écumer. C'est comme si on s'étranglait. Ils finissent par ne plus être en mesure de retenir leur souffle. Et la mort survient au bout de 4 à 7 minutes. C'est une mort atroce. Dans la chambre d'exécution, le détenu a prononcé ses derniers mots. Le gardien a ensuite ordonné qu'on l'exécute. Les substances mortelles coulent maintenant dans les veines du condamné. Dans quelques minutes, il sera mort. Mais il arrive parfois que les aiguilles ne tiennent pas. Au cours de l'exécution de Raymond Landry au Texas en 1988, les aiguilles sont sorties de son bras.
Il n'y avait pas de vitre entre nous et le condamné. On assistait à l'exécution et d'un seul coup, j'ai vu un liquide jaillir dans ma direction. Que se serait-il passé si ça m'avait atteint? L'équipe médicale a réintroduit les aiguilles dans son bras et 14 minutes plus tard, l'exécution reprenait. Quand je suis retourné dans la pièce, ils avaient installé une vitre. C'est à partir de ce moment-là qu'on a séparé les témoins du détenu par une vitre. Un autre accident est survenu au Texas en 1998, durant l'exécution de Joseph Cannon, condamné pour meurtre. Jim Willett supervisait sa première exécution. Le détenu m'a dit, elle est ressortie. Et effectivement, l'aiguille pendillait à côté de lui. On peut dire que c'était un raté. Lorsque tout se déroule normalement, on injecte un premier produit qui anesthésie le détenu. Une fois que l'intégralité du produit avait été administrée, je nettoyais le tuyau avec une solution saline. Le tuyau est purgé avec une solution saline, car si les produits se mélangent, des particules solides pourraient se former et boucher le tuyau. Une fois le tuyau nettoyé, un deuxième produit est administré. Le détenu sera alors paralysé. À mesure que le produit fait effet, la peau du condamné en train de mourir prend une teinte rouge foncée ou violacée. S'il y a une mouche dans la pièce, on entend le battement de ses ailes. Il règne un silence absolu. Le troisième produit provoque l'arrêt cardiaque. À un moment donné, je ne sentais plus son pouls. L'exécution ne prend officiellement fin que lorsqu'un médecin vient constater l'absence de signes vitaux. Il fait ce que font tous les médecins lorsqu'ils constatent un décès. Ils regardent l'horloge accrochée au mur, donnent l'heure du décès, et c'est à ce moment-là que tout le monde se retire. Après une exécution dans une chambre à gaz, les résidus toxiques constituent un réel danger. La chambre est ventilée et le personnel pénètre dans la pièce vêtu de combinaisons. Pour décontaminer le corps, ils passent leurs doigts dans les cheveux de la personne et secouent vigoureusement ses vêtements pour les débarrasser d'un maximum de poudre. La résistance électrique du corps humain entraîne sa surchauffe durant l'électrocution. Il est donc nécessaire de laisser le corps refroidir pendant 5 minutes avant toute manipulation. Si personne ne réclame le corps, il sera enterré le lendemain dans le cimetière de la prison. Quand sur une tombe figure la lettre X, cela signifie que la personne a été exécutée. Les visages des hommes que j'ai exécutés sont gravés dans ma mémoire et hantent mes cauchemars. Pour certaines personnes, c'est peut-être facile, mais ça ne l'a jamais été pour moi. Je n'ai jamais été payé pour ça. Je le faisais parce que l'État de Virginie en avait décidé ainsi, parce que c'était la loi. Les opposants à la peine de mort s'insurgent quand je dis que tout se déroule dans la dignité, mais c'est le cas. Je ne regrette pas d'avoir pris part à ces exécutions. J'ai toujours considéré que nous étions des instruments chargés par un tribunal d'exécuter une décision de justice.